Bon, alors la dernière fois, on avait presque fini de démontrer la transformation de Lorentz. On était à la toute dernière étape, et les calculs à faire au tableau, le nez au tableau, c'était un peu difficile, donc je n'avais pas réussi à terminer. Mais vous l'avez tous fait, vous avez tous fini ce petit calcul chez vous, bien sûr. Ceux qui ont regardé la vidéo, je l'ai tapé en LaTeX et je l'ai mis à la fin, ce qu'on devrait trouver, pour vous permettre de vérifier si vous n'y étiez pas trompé. Donc, je refais pas l'intro générale. On a donc simplement deux référentiels galiléens en translation uniforme, l'un par rapport à l'autre, à la vitesse V0. Alors en fait, on en avait trois. Ouais, sur la fin, on était à l'étape, en fait, composition des changements de référentiel. Donc on a alors R, un référentiel R', X', Y', Z', qui est en translation uniforme le long de l'axe X commun, etc. Je ne reviens pas sur le détail des systèmes de coordonnées, à la vitesse V1. Et puis, on a le référentiel R seconde, avec son propre système de coordonnées, qui est en translation uniforme à la vitesse V2 par rapport à V1. Et évidemment, translation uniforme par rapport à une translation uniforme, ça fait une nouvelle translation uniforme. Donc, j'avais un premier passage de x' à x. Moi, je vais le faire dans l'autre sens. J'avais x seconde qui valait... Alors, je réécris juste le... Alors, A1, on avait simplifié complètement cette transformation. Il ne restait plus qu'une seule fonction inconnue, et on va essayer de la caractériser. Donc, A1, c'était la fonction qui restait dans le système. Donc, A1 de V2, là, j'écris lui en fonction de lui. Donc, c'était A1 de V2 facteur de x' moins V2 T'. Et T seconde qui valait A1 de V2 facteur de... donc T' moins... Alors, A1 carré de V2 moins 1 sur A1 carré de V2 x'. Donc ça, c'est le passage de là à la vitesse V2. Ça donnait ça, très bien. Et puis, le passage de là à la vitesse V1, ça donne ça, et T' égale... Donc c'est la même fonction, enfin c'est la même formule de transformation, la même relation entre les primes et les secondes qu'entre les pas primes et les primes. Il y a juste ce qui change, c'est la vitesse relative des deux référentiels. Donc T moins A1 de V1 carré moins 1 sur A1 de V1 carré V1 X. Bon, voilà. Donc, si on met ça et ça là-dedans, ça et ça là-dedans, ça prend deux lignes sur une feuille et ça prend un quart d'heure au tableau, et on trouve finalement, alors, x seconde égale A1 de V1 fois A1 de V2 fois 1 plus A1 carré de V1 moins 1 sur A1 carré de V1 facteur de V2 sur V1 facteur de x moins V1 plus V2 sur 1 plus A1 carré de V1 moins 1 sur 1 carré de V1 V2 sur V1 fois T. Yes. Et T seconde égale facteur de 1
plus 1 carré de V2 moins 1 sur 1 carré de V2, V1 sur V2, facteur de T moins V1 sur V2 plus 1 sur 1 plus 1 carré de V1 et manifestement j'avais fait une petite erreur probablement dans mon LaTeX. Vous allez me dire oui. Fois X. Alors, il y a une erreur quelque part. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, là c'est des V2, là. Là, c'est des V2. Donc, j'ai fait une erreur dans mon LaTeX. Alors, j'ai pas les étapes intermédiaires, du coup, je sais pas d'où... Bon, je pense que c'est bon, là. Bref, c'est pas... Enfin, voilà, on met ça là-dedans. Ça a l'air horrible. Enfin, ça a l'air horrible. C'est un petit peu horrible, mais ça a juste l'air. Dès lors qu'on réalise, et c'est ça vraiment le cœur du problème, dès lors qu'on réalise que le lien entre x et t, les coordonnées dans ce référentiel-là, et x secondes, t secondes, les coordonnées dans ce référentiel-là, ce lien-là, la relation entre eux, doit être de la même forme que le lien entre x', t' et x secondes, t secondes, et aussi de la même forme qu'entre x et t et x', t'. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même opération, c'est juste le passage d'un référentiel à un autre en translation uniforme à une certaine vitesse. Et ça, on a déjà vu, en appliquant l'homogénéité de l'espace, l'isotropie, etc., on a déjà vu que cette transformation, ce qui lie les coordonnées dans un référentiel aux coordonnées dans un autre, ne pouvait avoir que cette forme-là pour avec une certaine fonction de la vitesse ici, qui peut être quelconque, mais ça doit être de cette forme-là. Donc ça doit être de cette forme-là, là, avec la vitesse qui va bien. Ça doit être de cette forme ici, avec la vitesse qui va bien. Ça doit être aussi de la même forme ici, avec une vitesse qui va bien, qui va être quoi ? Justement, la vitesse de translation de r secondes par rapport à r. Donc ça doit être de cette forme-là. Et ça contraint terriblement la fonction A1, qui est la seule fonction dont on n'a encore pas réussi à contraindre la forme. Et la chose qui saute aux yeux, qui devrait vous sauter aux yeux là, et qui permet de tout simplifier, c'est que ce qui caractérise ces transformations, c'est que le coefficient ici, devant le x moins quelque chose t, et devant le t moins quelque chose x, ce coefficient-là, il est le même. C'est très précisément la fonction A1 de la vitesse en question. C'est le même ici, avec une autre vitesse, parce que c'est une autre vitesse, mais c'est la même fonction. Donc ça, et ça doit être pareil. Oui ? On a V2 sur V1 dans un cas et l'opposé dans l'autre. Bah, quand on fait le calcul, on trouve ça justement. Okay. Ouais. Donc ça doit être pareil, mais c'est... Il faut que cette fonction-là soit égale à celle-là, puisque c'est le préfacteur du x moins machin t et t moins machin x. Donc là tel qu'on l'a écrit, ça n'a pas l'air d'être évident que c'est la même fonction, mais ça doit être la même fonction. Et c'est ça qui va contraindre la fonction A1, justement. La fonction A1 doit être telle que ça et ça, c'est la même chose. Sinon, c'est pas une relation. Sinon, ça, c'est pas une loi de changement de référentiel, d'un référentiel à un autre, puisque c'est ça la loi. Donc non seulement ça doit être la même, mais je peux vous affirmer déjà que ça doit être égal à A1 de V3. Parce que, et ça aussi, puisque passer de ce référentiel-là à ce référentiel-là, ça doit s'écrire sous la forme
Enfin, ça doit s'écrire sous cette forme-là, avec le V3. OK? C'est bon pour tout le monde? Et ça, du coup, évidemment, ça contraint terriblement la fonction A1. Pourquoi? Parce que pour que ça soit égal à ça, alors, OK, il y a ces deux facteurs, là, c'est les mêmes. A1 de V1, A1 de V2, là, on les a. Mais donc, il faut que, celui que j'entoure en bleu ici, il faut que ça et ça, ce soit pareil. Sinon, on n'a pas le même préfacteur. Or, on a déjà vu que, les seules fonctions possibles de changement de référentiel qui respectent l'isotropie, l'uniformité, etc., c'est une fonction de ce type-là avec le même préfacteur. Donc, il faut que ça soit égal à ça. Et donc, puisque ça c'est 1 plus quelque chose, 1 plus quelque chose égale 1 plus quelque chose, il faut donc que le quelque chose en question soit égal. Donc, il faut que... Donc, la conclusion de ça, c'est A1 carré de V1 moins 1 sur A1 carré de V1 fois V2 sur V1, ça doit être égal à 1 carré de V2 moins 1 sur 1 carré de V2 fois V1 sur V2. Si on n'a pas ça, alors passer du référentiel R au référentiel R seconde, c'est pas pareil que passer de R à R' ou de R' à R seconde. Or, c'est la même opération, il n'y a pas de référentiel privilégié. Passer d'un référentiel à un autre en translation, ça ne dépend pas duquel on part et auquel on arrive. C'est la loi générale. Donc ça doit être égal à ça. Bah, c'est fini du coup. Parce que le V2, là, je le mets en bas. Le V1, je le mets en bas. Et c'est fini. Parce que là, j'ai une fonction de V1. Là, j'ai une fonction de V2. Ça doit être la même. Je n'ai pas précisé quelle était V1 et V2. Je prends deux référentiels en translation à n'importe quelle vitesse, l'un par rapport à l'autre. Là, V1 peut être n'importe quoi, V2 peut être n'importe quoi, mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit V1 et V2, je dois avoir ça égale ça. Donc, ça qui a l'air de dépendre de V1 ne doit pas dépendre de V1. Sinon, ce serait autre chose pour V2. Or, ça doit être la même. Donc, ces deux trucs-là qui doivent être égaux, les trucs, sont en fait constants. Ceci est égal à une constante, je vais la noter K. C'est énorme. C'est énorme parce que tous ces facteurs-là, bidons, là, du coup, c'est juste une constante, en fait. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, cette constante, mais ça doit être une constante. La fonction est constante pour n'importe quelle valeur de V. Voilà, quel que soit V, cette combinaison-là, donc A1 carré de V1 moins 1 sur 1 carré de V1, V1 carré, ça doit être le même nombre. Sinon, je prends une autre vitesse, ce n'est pas le même nombre. Ça doit être le même nombre, quelles que soient les vitesses. Donc, c'est un nombre qui ne dépend pas de la vitesse. C'est ce qu'on appelle une constante. Enfin, c'est un nombre, c'est un paramètre. A1 de V égale toujours C. Ah, non. Non, 1 de V, 1 carré de V moins 1 sur 1 carré V1 carré, ça, c'est une constante. Donc, maintenant, on va voir ce que ça implique pour la fonction A1 de V. La fonction A1 de V, vous voyez qu'elle ne peut pas être constante. Parce que si cette fonction était constante, bah ce truc-là dépendrait de V1 carré, enfin de V1. Si ça, c'était constant, on aurait une constante moins 1, c'est encore une constante, divisée par une constante sur V1 carré. Donc on aurait un truc du style K sur V1 carré. Et du coup, ce ne serait pas pareil que K sur V2 carré. Donc A1 de V1 n'est pas constante, mais cette combinaison-là est constante. Et du coup, il n'y a plus qu'à l'écrire, il suffit de résoudre cette équation. Ce machin-là égale K va nous donner la fonction A1 de V1. Donc, j'ai réécrit tout ça. On va le laisser, c'est encore important. Donc ça, je le laisse, je vais me mettre là, je vais effacer ça. C'était juste le rappel de la transformation. Essentiellement, vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que c'est le même préfacteur-là. C'est ça qu'on utilise. Le fait que ce préfacteur doit être le même que celui-là nous impose que ça, c'est pareil que ça, et donc que ça égale constante. OK. So... Donc, je vais le réécrire. Ça veut dire que j'ai 1 carré de V1, moins 1, qui vaut K fois 1 carré de V1, V1 carré. OK. Et donc,
A1 de V1, A1 carré de V1, pardon. Facteur, donc si je mets A1 carré de V1 ici en facteur, je vais avoir 1 moins K, V1 carré, égale 1 si je passe de l'autre côté, donc ça fait 1 sur 1 moins K, V1 carré. Voilà. C'est génial. Donc, vous vous rappelez, j'étais parti de x' égale une fonction quelconque de x, y, z, t. Pareil pour y', par z', t'. Après, j'ai dit, ah, mais ces fonctions, par homogénéité, elles doivent être linéaires. Donc, je dois avoir, en fait, à chaque fois, ça dépend du référentiel, enfin, de la vitesse, A1x plus B1y plus C1z plus D1t, et pareil ici. Puis j'ai éliminé les trucs, j'ai contraint. J'étais arrivé à l'étape précédente à avoir juste un truc en fonction d'une fonction de la vitesse ici. Et là, je viens de voir que cette fonction, je viens de trouver sa forme, cette fonction. C'est ça, sa forme. Pour une certaine constante là, dont pour l'instant, je ne sais rien. Mais il existe une constante, telle que A1, qui était la dernière fonction, la dernière liberté dans notre formule de transformation de changement de référentiel. Cette fonction A1 est nécessairement de cette forme-là. Il n'y a juste pas le choix. Sinon, c'est que l'espace n'est pas homogène, enfin, c'est que l'espace n'est pas homogène, le temps n'est pas uniforme, c'est pas isotrope, et il y a des référentiels privilégiés. Puisque ça veut dire à ce moment-là que la loi, pour passer d'un référentiel à un autre, dépend de la vitesse relative entre eux. Non, la loi doit être la même. Il n'y a pas de référentiel privilégié. C'est tout ce qu'on a dit. Vous voyez, j'ai pas mis de physique autre que cette intuition spatiale et temporelle qu'on utilise depuis le début, d'uniformité, etc. Et de principe de relativité, c'est-à-dire les lois ne dépendent pas du référentiel. Donc en particulier, la loi de changement de référentiel ne dépend pas du référentiel. Mais j'ai même pas mis, en fait, j'ai pas mis les lois physiques là-dedans, pas du tout. J'ai réfléchi à ce que c'était que l'espace et le temps, et j'ai réalisé que l'hypothèse qu'on fait habituellement, qu'il y a un temps universel dans tous les référentiels, et que l'intervalle de temps entre deux événements, il est ce qu'il est, point, quoi. Indépendamment de quoi que ce soit, il y a un certain intervalle de temps entre deux événements. Ça, quand je me suis penché un petit peu plus là-dessus, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je peux le prouver? Comment je peux... J'ai compris comment je pouvais construire l'espace au sein d'un référentiel via les distances au corps de référence qui constituent le référentiel. Après, j'ai compris que je pouvais fabriquer un temps commun au sein du référentiel, c'est-à-dire en synchronisant des horloges, en envoyant des signaux pour que tout le monde, qu'on définisse un temps commun au sein du référentiel. Et après, je me suis dit, mais en fait, définir un temps commun entre un référentiel et un autre, je ne sais pas trop comment faire. Donc si ça se trouve, on ne peut pas. Et j'ai juste dit ça. J'ai dit, puisque je ne suis pas sûr, je n'ai pas trouvé comment faire, donc je ne vais pas supposer que c'est possible. Et on va voir. Et j'ai fait que ça. Après, j'ai déroulé, et on arrive à, en fait, la formule du passage d'un référentiel à un autre, la voilà, la seule possible, la seule qui satisfait les propriétés élémentaires de l'espace et du temps, enfin celles qui me sont intuitives, homogénéité, etc., avec des distances euclidiennes, enfin bref. Du coup, on a pris les coordonnées cartésiennes qui traduisent cette propriété spatiale de l'espace, enfin bref. Et on arrive à, finalement, donc je vais la réécrire avec cette fonction, on a x' qui est égal à 1 sur 1 moins k1 v1 carré de x moins... V1, je vais l'appeler V0 maintenant, la vitesse entre le premier référentiel et le deuxième. Je me mets très général. Donc ça, moins... Donc ça, voilà, quand on passe de R à R' à la vitesse V0, on a ça, on a Y' égale Y, ça on avait montré, on a Z' égale Z, enfin je vais les mettre à part, je vais mettre T parce que j'ai pas la place, et on a T' égale la même fonction A1 de V1, sur 1 moins K, enfin 1 de V0 en l'occurrence, facteur de T moins, alors dans moins, justement,
moins, alors, j'ai effacé la partie en question. Ce qu'on avait, c'était, je vais l'écrire d'abord tel qu'on l'avait. On avait T' égale A1 de V1, facteur de T, moins, ouais, 1 carré de V1 moins 1, sur 1 carré de V1, V1, X, c'est ça? Ok, oui? C'est la racine, du coup, si on avait A1 dans l'expression, là on a A1. Ah, pardon, bien sûr, merci. Merci beaucoup. Et du coup, on choisit si c'est plus ou moins. Alors, effectivement, oui, je vais devoir commenter sur le signe. Mais en fait, non, je vais le commenter tout de suite. Ah oui. Alors, 1. Donc j'ai K. Oups. Ok, j'y reviens. Ouais. Mais absolument, c'est la racine, bien sûr. Et donc T moins, alors, ce facteur-là, c'est K, attention, c'est K fois V1 en fait. D'accord? C'est juste K fois V1. Hein? 1 moins KV1 fois X. Et puis donc Y' égale Y et Z' égale Z. Et bien voilà ce qu'on appelle la transformation de Lorentz, mais j'ai encore un tout petit mot à dire. Enfin, disons, voilà, on va commenter le signe là. Ok. Donc, on a implémenté toutes les contraintes sur l'espace et le temps, et on trouve qu'il n'y a pas d'autre solution. La seule façon pour passer d'un référentiel à un autre, c'est comme ça. J'ai rien supposé, mais ça, je ne peux pas y échapper. Mais j'ai une incertitude, effectivement, c'est K. Tout ce que je sais, c'est que c'est constant. C'est V0 du coup. On a changé le... Ah, c'est V0, merci. Voilà. Alors, il me semblait qu'il sortait directement le signe de 1 moins K. Tac, tac, tac. Non, ok. Ah, mais si. Ah bah oui, on l'avait... non. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Oui, bon. Ok, pardon. Donc, voilà. Pour le signe de 1 moins kv carré, là, on a A1 carré. Donc ça, c'est positif. Donc ça aussi. Ok? J'ai A1 carré de V1 fois 1 moins K1, KV1 carré qui vaut 1. Donc ça, c'est positif. Donc là, je n'ai pas à m'en soucier, en fait. Ce facteur-là, il est nécessairement positif, puisque ça, c'est un carré. Donc c'est positif. Ok? Hein? Parce qu'on travaille dans L. Ah bah oui, c'est une fonction. Bah oui, les coordonnées, elles sont réelles. C'est des coordonnées cartésiennes. Oui, les coordonnées qui repèrent la position d'un point, c'est des réels. Hein. C'est des distances. Hein. Les coordonnées cartésiennes, c'est ça qui est bien avec les coordonnées cartésiennes, c'est que la coordonnée, c'est directement la distance du point au point de référence. Enfin, le long de l'axe qui va bien. Donc évidemment, c'est des réels. Hein. X', enfin, toutes les coordonnées, tout est réel. Hein, on n'est pas... Donc, 1 moins KV1 carré, c'est positif, donc je peux prendre la racine sans aucun problème. Oui? Mais si on prend du coup l'opposé de la racine, moins la racine. Ah, c'est ça que vous disiez. Oui, alors, d'accord, il pourrait y avoir un moins là, mais s'il y avait un moins là, prenez le cas, parce que ça c'est vrai quelle que soit la vitesse, d'accord? Prenons le cas où la vitesse est nulle. Si la vitesse est nulle, ça peut être nul, je prends le même référentiel. À ce moment-là, ça fait 0, donc ça fait 1, ça fait 0, donc j'ai x' qui doit être égal à x, pas à moins x, x' égale x, si je prends le même référentiel, d'accord? Voilà. Et comme, donc j'ai le choix, effectivement, c'est plus ou moins, mais c'est ça, et puis c'est quel que soit v. C'est la même forme, quel que soit... Voilà. Donc, effectivement, j'ai le choix, mais le choix, c'est le bon, c'est plus.
ne peut pas être autre chose. OK. Et ben voilà, alors, j'efface pas cette horreur encore, parce que on va voir comment tout est modifié. Mais il y a une information cruciale là. L'information... Alors d'abord, je peux réécrire que donc c'est tout ça qui vaut une constante. Non, tout ça, ça vaut... C'est juste lui qui vaut K. Enfin, c'est aussi une constante, mais ce que j'ai appelé K, c'est cette partie-là. On est d'accord. Ah non. Non. Pardon. Ça, c'est K fois V1, V2. Alors, je vais le réécrire comme tel. Donc ça, c'est 1 plus K V1, V2. On est d'accord? Tout le monde est d'accord avant que je l'efface? Ouais. Hein? Donc c'est 1 plus K V1, V2. Et là aussi, c'est fait pour, justement, il fallait que ce soit égal, et c'est pour ça que ça ne peut pas être autre chose que 1 plus K V1, V2. OK. Donc, il existe une certaine constante K telle que ce soit ça la transformation. Et du coup, bah là aussi, ça, c'est K V1, V2. Pareil. OK? En fait, c'est le même facteur. Hein. On l'avait mis en facteur là, justement, et du coup, il est au dénominateur ici. Et puis là, pareil. Ah, non, pardon. Ah! Non, j'ai passé trop vite. Donc là, c'est... Ah! Ah, merde! Aïe, 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 aïe. Puis on peut pas faire pomme Z, on peut pas faire... Ça marche pas, là. Ce serait bien, hein. Oh, pardon, hop, et il réapparaît. Ah là là. On va tous finir dans le métaverse, parce que c'est trop pratique. Bon, donc, c'était T... Alors... Oui, donc... Eh ben, en fait, je l'ai là. Ça va être... J'ai K... Je vais les... Alors, en plus, si ça se trouve, j'avais fait une erreur avant, puisque je vous dis... Bon, bref. Ça donne ça, je vous assure que ça donne ça. De toute façon, ça doit donner ça parce que la forme, c'est celle-là. Il n'y a qu'une forme. Un préfacteur, qui vaut ce qu'il vaut, enfin, qui s'écrit comme ça, en l'occurrence. Un préfacteur, facteur de x moins v0t pour x, et le même préfacteur, facteur de t moins k v0x pour t. Et donc, ce que vous voyez là, c'est extraordinaire. Vous voyez la formule de transformation des vitesses. Je vous ai dit... je ne vais pas supposer que V3 c'est V1 plus V2, parce que ça, je peux le démontrer que V3 c'est V1 plus V2 en newtonien. Juste je dérive, il n'y a qu'un temps universel, donc voilà. Une ligne, évidemment, V3 égale V1 plus V2. La composition des vitesses est additive. Sauf que, ben non. Là, ce que je vois, c'est que quand je compose V2 à V1, j'obtiens quelle vitesse? Ben ça, justement. C'est ça la vitesse V3. Je la lis sur la transformation, puisque ça doit être de cette forme-là, quoi qu'il arrive. Donc le terme qui est ici entre x et t, bah, c'est la vitesse. De telle sorte que si le corps va à cette vitesse-là, ce truc-là reste égal à 0, bah oui, c'est l'origine du repère. Donc x' égale 0. OK? Donc je lis la vitesse là-dessus, et je peux dire tout de suite que quand je compose V1 à V2, ça ne fait pas V1 plus V2, ça fait V1 plus V2 sur 1 plus cette constante-là, qui vaut ce qu'elle vaut, fois V1, V2. Alors, V3 égale V1 plus V2 sur 1 plus K V1, V2. Alors, on va y revenir évidemment abondamment, parce que ça c'est troublant, ça. Je vais à une certaine vitesse par rapport à un truc qui va à une certaine vitesse par rapport à un autre, et je ne vais pas par rapport à l'autre la vitesse somme. C'est-à-dire que la composition des vitesses n'est pas additive. Sauf si k vaut 0. Ah oui, après tout, j'ai dit que nécessairement, le terme qui était là devait être égal à celui-là, donc il existe une certaine constante telle que... Mais cette constante, elle pourrait être nulle. Rien n'est interdit d'être nul. Alors qu'est-ce qui se passe si elle est nulle?
Bah, si elle est nulle, si k égale 0, alors je peux effacer ça maintenant. Donc maintenant, on va voir. J'arrive pas à contraindre plus que ça. Je suis allé au bout du bout de l'implémentation des propriétés de l'espace. J'ai fait la composition des vitesses. Vous vous rappelez, j'ai fait la transformation inverse en disant que forcément, enfin, revenir au référentiel de départ, c'est comme faire une transformation avec la vitesse moins v. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et je suis arrivé à ça, et j'arrive pas à contraindre k. Il n'y a pas moyen de contraindre k. Il n'y a aucun argument physique, en tout cas connu aujourd'hui, qui nous permette de contraindre k. Donc k, il est là, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, première possibilité, si k égale 0, qu'est-ce qui se passe? Bah, je regarde. Si k vaut 0, la fonction a1, là, elle vaut 1, bêtement. Donc j'ai x' qui vaut x moins vt. Super. Et j'ai t' qui vaut, bah, si k vaut 0, ça fait 1, t' égale t. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Puis y' égale y et z' égale z. Bah oui, c'est Galilée. Bonne nouvelle, pendant les 300 ans qu'on a fait de la science entre Galilée et Einstein, on n'a pas fait n'importe quoi. C'est possible. C'est-à-dire, cette transformation-là, elle respecte toutes les symétries de l'espace-temps, tout va bien, ça marche. Ça marche, mais c'est juste un cas possible, parmi une infinité. C'est le cas où k vaut 0. Donc ça, c'est Galilée. Enfin, c'est la transformation galiléenne, c'est-à-dire c'est la physique newtonienne, enfin, c'est le temps universel, il est là, vous voyez, pardon, t' égale t. Voilà. Donc dans ce cas particulier, si jamais dans notre univers k égale 0, alors effectivement on peut construire un temps universel, et du coup l'intervalle de temps entre deux événements, quel qu'il soit, bah, c'est le même quel que soit le référentiel, puisque bah, voilà, t' égale t. Donc delta t' égale delta t, etc. Mais ça c'est une possibilité, et donc alors sinon, première possibilité, l'autre, je vais effacer là-haut. Alors ensuite, il y a deux possibilités en fait. Soit k est positif, soit k est négatif. Alors vous allez me dire, oui, soit k vaut 3, soit k vaut 22, c'est encore une autre possibilité. Oui, mais je vous fais remarquer que k est une grandeur dimensionnée. Ça, c'est très important. K, c'est pas sans dimension. C'est quoi la dimension de k? Ben, manifestement, c'est la dimension de l'inverse d'une vitesse. K, c'est l'inverse d'une vitesse. Au carré, merci. K, c'est l'inverse d'une vitesse au carré. Mais l'inverse d'un carré... oui, mais ça, c'est sa dimension. Et donc, oui, je finis mon raisonnement. Comme ça a une dimension, sa valeur numérique ne veut absolument rien dire. Parce que si je change les unités, ça va changer, la valeur numérique. D'accord ? Si je vous dis j'ai une certaine vitesse, elle vaut tant, je suis obligé de vous dire en quoi? Tant de mètres par seconde, ou tant de coudées par heure, ou tant d'années-lumière par microseconde. La valeur numérique dépend du choix d'unité. Or, le choix d'unité des longueurs et des temps, pour faire une vitesse, est complètement arbitraire. On fait ce qu'on veut. Donc, ça n'aurait aucun sens. Enfin, c'est pas la peine de chercher un argument qui nous dirait, qui permettrait de dire donc j'ai contraint tout ça, j'arrive à ça, et maintenant je vais trouver un nouvel argument qui vient me dire que k doit valoir 12. Ça n'a aucun sens, d'accord? 12 quoi? Donc, n'en cherchez pas des arguments pour contraindre k, pour contraindre la valeur numérique. Sauf que s'il valait 0 dans un système d'unité, il vaudrait 0 dans tous les systèmes d'unité. Donc là, oui, ça a un sens physique de dire qu'il est nul ou pas nul. C'est pas le même cas. Et de dire qu'il vaut 3 ou 12, c'est le même cas. Maintenant, de dire qu'il vaut 3 ou moins 3, ça aussi, c'est pas le même cas. Parce qu'aucun changement de système d'unité vous fera passer de 3 à moins 3. D'accord? On peut vous faire passer de 3 à 27, ou à pi racine de 12, mais ok. Donc, en fait, il y a vraiment 3 cas. J'aurais dû commencer par ça. Donc, parce que c'est une grandeur dimensionnée, il y a 3 cas. Soit ça vaut 0, soit c'est positif, soit c'est négatif. Alors, je vais commencer par le cas négatif, parce que, en fait, il est positif, donc je vais l'éliminer. Donc, k égale 0, c'est possible. C'est juste pas le cas, mais c'est possible. C'est la transformation de Galilée. Alors, si k est négatif, il se passe un truc très très bizarre, qui nous permet de l'exclure tout de suite. C'est que si k est négatif, voilà.
Donc si k est négatif, alors vous voyez que si je regarde la composition des vitesses, j'ai V3, donc je vais le réécrire comme ça, qui vaut... alors du coup, si k est négatif, je vais l'appeler, je vais dire ça vaut 1, donc ça vaut moins. Alors c'est l'inverse du carré d'une vitesse. Donc vous me donnez une lettre pour une vitesse. Bon, grand V, allez. Il s'écrit il s'écrit moins 1 sur grand V carré. Okay. Donc ça fait V1 plus V2 sur 1 moins V1, V2 sur grand V carré. Donc si k est négatif, il existe grand V, positif ou peu importe, parce que ça intervient qu'au carré. Mais il existe grand V dans R, tel que. D'accord? Enfin, dans R, mais c'est dimensionné. Donc, enfin, bon, bref, il existe grand V tel que. C'est un nombre quelconque. OK? Et alors là, ce que vous voyez, c'est que c'est très étrange. Parce que maintenant, si V1, V2 est plus grand que V2, c'est-à-dire si V1 est plus grand que V2 sur V2, grand V carré sur V, petit V indice 2, alors V3 est négatif. Donc j'ai V1 positif, V2 positif. D'accord? Donc j'ai le référentiel R la vitesse dans la direction X. Donc le référentiel R' va par là, par rapport à R. Le référentiel R seconde va encore plus par là, une vitesse par là. Et ce que je vois, c'est que la vitesse du deuxième, là, de R seconde, j'ai R' et R seconde. Là, j'ai V1. Là, j'ai V2 positif, ils vont tous par là. Et ce que je vois, c'est que la vitesse V3 à laquelle R' avance par là par rapport à R, elle est négative. C'est-à-dire que R seconde, là, pardon, se rapproche de R. Ça n'a pas le moindre sens, évidemment. Oui? Mais si on envisageait un cas où, peu importe V1, V2, on ne peut juste pas produire ce cas, en fait. Alors, oui, alors donc le truc c'est, ok, peut-être que ça c'est pas possible. Donc ce serait pas possible si on avait une vitesse limite. Donc j'y venais, absolument, c'est très important, parce que là je dis, si on a ça, c'est absurde. Mais est-ce qu'on peut avoir ça? Ça se trouve, on peut juste pas avoir ça. Il suffirait de dire, en fait, on est dans un monde où il n'est pas possible, il y a un certain V tel qu'il n'est pas possible que V1, V2 soit plus grand que ça. Alors le problème, c'est que... Je vais me mettre là. Bon, je peux effacer Galilée, on connaît Galilée, c'est bon. Alors le problème, c'est que si je prends un certain V quelconque, et que je le compose avec V, alors je vais définir un nouveau symbole qui m'est propre, donc c'est arbitraire. Je décide d'écrire comme ça la composition d'une certaine vitesse avec un autre. Mon V3, c'est V1 plus composé, comme ça, c'est un espèce... Enfin, bon, vous prenez le symbole que vous voulez, c'est juste... Je compose la vitesse V1, la vitesse V2. Donc ça, le V3, c'est le résultat, c'est la vitesse de R seconde par rapport à R, quand R seconde va à V2 par rapport à R', et R' à V1 par rapport à R. Donc ça, c'est ça, c'est exactement ça, voilà. J'utilise un symbole qui me permet de ne pas écrire à chaque fois tout le développement. Donc, vous êtes d'accord? Ça, c'est juste la combinaison des vitesses, la composition des vitesses. D'habitude, la composition des vitesses, en galiléen, c'est additif. Donc V1 plus rond V2, c'est V1 plus V2. Mais en fait, là, non, c'est V1 plus V2 sur 1 moins V1 V2 sur V2. Bon, eh bien, ce que vous voyez là, c'est que si je compose V avec lui-même,
j'obtiens V+, donc j'obtiens 2V sur 1 moins V2 sur grand V2. Et ça, c'est plus grand que 2V, puisque je divise par moins que... si V est plus petit que grand V. Donc, si j'ai V plus V qui est plus grand que 2V. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait une vitesse limite. Parce que si je compose la vitesse limite avec elle-même, j'obtiens plus qu'elle-même. Alors, on peut dire, oui, je peux m'approcher de la vitesse limite sans l'atteindre. Oui, mais même, quelle que soit la vitesse, si vous la composez avec elle-même, vous avez plus que son double. Ben, je peux recommencer. Et recommencer. Donc, en fait, je peux aller jusqu'à l'infini. Donc, dans ce cas où K est négatif, donc il existe un grand V tel que K vaut moins 1 sur V2, dans ce cas, il n'y a pas de limitation de vitesse, la preuve. Ça, c'est une fonction strictement croissante, mais pas avec une limite. En composant 2 fois le même, on a plus que 2 fois elle-même. Donc, d'où qu'on parte, on va aller jusqu'à l'infini. Et du coup, il y a un moment, on va être tellement grand qu'on est plus grand que V carré. Quel que soit V2, il y a un V1 qui est tel qu'on est plus que ça. Et là, c'est absurde. Parce que c'est-à-dire qu'on s'éloigne d'un truc qui s'éloigne, mais en fait, on s'en rapproche. Aucun sens. Donc ça, c'est exclu. OK ? Donc, K égale 0, c'est possible. K négatif, c'est pas possible. K positif, c'est possible. Alors, que se passe-t-il si K est positif, maintenant ? Bah, c'est tout pareil. Hein. Si K est positif... Alors, il existe V. Alors, ce V, je vais l'appeler C. Il existe C tel que K égale 1 sur C2. Je l'appelle C tout à fait par hasard, on est bien d'accord. Et du coup, la loi de composition des vitesses, c'est celle-là. Quand je me déplace à la vitesse V2 par rapport à un truc qui se déplace à la vitesse V1 par rapport à la référence, en fait, je vais à la vitesse V1 plus V2 sur 1 plus V1 V2 sur C2 par rapport à la référence. Où C est une constante qui est une vitesse, enfin qui a la dimension d'une vitesse, mais dont je ne peux pas contraindre la valeur numérique puisque ça dépend du système d'unité. Donc, la valeur ne veut strictement rien dire. Mais K est positif ou nul. Donc il y a deux cas possibles dans l'univers. Pour n'importe quel univers physique qui aurait un espace euclidien à 3 dimensions, enfin affine, et un temps newtonien, euclidien à 1 dimension, etc., avec des propriétés d'homogénéité, d'isotropie, bref. Notre intuition géométrique... Quelqu'un m'a... Ah, non, il y a deux univers possibles, celui de Galilée, Newton, de la physique classique, et celui-là, qui est celui de la relativité. Alors, ça aurait pu être l'autre, et il se trouve que c'est ça. En fait, on est dans l'univers qu'on est, on n'y peut rien. K égale 0, ça ne contredit aucune idée qu'on peut avoir sur l'espace, ni sur le temps, mais c'est juste un cas particulier parmi d'autres. En fait, bon, il y a deux cas particuliers, et il se trouve qu'on est dans celui-là, c'est tout. Mais il n'y a rien de mystérieux à ça, quoi. En fait, c'est le cas le plus général et le moins particulier. Et quelque part, que K soit 0 serait un truc très particulier. Alors, on me dirait qu'il ne soit pas nul aussi. Oui, d'accord, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins particulier. Dès lors qu'il est possible qu'il existe un K quelconque, j'ai l'impression qu'on aurait besoin d'une bonne raison pour qu'il soit nul, quoi. Pourquoi il serait nul, puisqu'il pourrait ne pas l'être? Alors vous allez me dire pourquoi il n'est pas nul puisqu'il pourrait l'être. Oui, d'accord. Bon. Donc, peut-être. Je vous laisse vous faire votre propre idée sur est-ce que c'est naturel en fait qu'on soit comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait absolument qu'on arrête de supposer qu'il y a un temps universel parce qu'on est incapable de voir comment on pourrait construire un temps universel au sein de la réalité.
Et du coup, si on ne le suppose pas, on voit que oui, c'est pas du tout certain qu'il y en ait un, et du coup, finalement, la réponse, elle est expérimentale. Est-ce que dans notre monde, oui ou non, il y a un temps universel, de sorte que la durée entre deux événements est indépendante du référentiel? Ben, la réponse est non. Et si vous pouvez vous dire, ouais, ça aurait pu, mais non. Voilà. Oui. Dans un espace inhomogène, on ne pourrait pas appliquer ça en faisant une combinaison d'espaces homogènes? Ah non, parce que justement, l'espace ne doit pas... la construction d'espace sur un référentiel ne doit pas dépendre du référentiel. C'est là où il y a le principe de relativité, c'est que il n'y a pas de référentiel privilégié. Ou alors, j'ai pas compris ce que vous vouliez dire, peut-être. On va dire, on prend l'espace ou l'univers dans sa globalité, Ouais. on se rendrait compte qu'il est inhomogène si Ah oui. on faisait une construction de plusieurs espaces homogènes, c'est-à-dire, oui, mais du coup, ça restreindrait l'espace. En fait, c'est... Oui, non, mais alors... l'idée de cette supposition, c'est dire que l'univers est infini. C'est-à-dire qu'il est sans limitation. Ah ben là, il l'est, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas possible Ah oui, mais... d'avoir quelque chose d'inhomogène et ensuite de... Ah si. Oui, d'accord. Non, alors, effectivement, j'ai dit l'univers est homogène, isotrope, etc. C'est pas obligé. Ça, j'ai juste dit, c'est l'intuition qu'on a tous de l'espace. On a même une intuition plus forte que c'est homogène. On a l'intuition qu'il est euclidien. Si euclidien, enfin affine, enfin associé à R3 avec donc la métrique de Pythagore, etc. L'espace euclidien, s'il est euclidien, alors il est homogène et infini, etc. Maintenant, ça pourrait être autre chose. Mais j'ai essayé de justifier ça en disant que, de toute façon, c'est notre intuition physique et le travail de la physique consiste à essayer d'explorer cette intuition, de voir ce qu'elle implique. Et éventuellement, elle peut tomber sur le fait que, en fait, non, c'est faux. En particulier, on a notre intuition qui a un temps universel, mais quand on creuse, en fait, non. Ok, passons à autre chose, enfin, évoluons. Et oui, l'espace pourrait ne pas être homogène. Ça, c'est vrai. Juste, l'autre façon dont j'ai essayé de le justifier, c'est de dire que l'espace, on a quand même cette intuition que parler d'un point, ça n'a pas de sens. C'est toujours un point par rapport à un autre. Et du coup, juste de dire ça, ça veut dire que, quelque part, ça veut bien dire qu'on construit l'espace par rapport à une référence. Donc si je change la référence, si je construis l'espace par rapport à cette nouvelle référence de la même façon, je dois obtenir la même chose. Donc que la référence soit ici ou là, justement comme les points n'existent pas en eux-mêmes, forcément c'est homogène parce qu'il n'y a que des rapports relatifs. Ça veut dire que du coup l'espace est, entre guillemets, respecte la relativité restreinte, c'est pas dire que l'espace est infini et forcément homogène? Si. Ah, ce que vous êtes en train de pointer, c'est que ça, c'est pas compatible avec l'idée du Big Bang, machin. Et c'est vrai. Ça décrit un espace infini, homogène, isotrope. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est que ça décrit un espace-temps, dont une partie spatiale est l'espace ordinaire qu'on a, l'espace euclidien, puisqu'on est parti de là, et dont le temps est un temps universel. Mais dans une combinaison qui est très spécifique, qui n'est pas du tout ce qu'on croyait, à savoir le temps indépendant de l'espace. Ce qu'on va maintenant montrer, ça va être le 3e chapitre, c'est que derrière ça, il y a une structure spatio-temporelle, et ça, c'est une nouveauté absolue. L'idée qu'il y a de l'espace et du temps, oui, depuis toujours, on sait ça. Mais c'est pas pareil de dire il y a de l'espace et du temps, et de dire il y a un espace-temps qui forme une entité géométrique, avec une structure géométrique particulière, qu'on va mettre au jour maintenant. Mais tout est là. Ce que je veux dire, c'est que ce que ça montre là, c'est que c'est un espace stable, constant, qui va toujours avoir la même structure. Oui. Et sauf que c'est pas la réalité du Big Bang, entre guillemets. Quand on met la gravitation, non. Mais on fait de la relativité restreinte, là. Oui. Là, avec K sur 0, la question de la vitesse limite, elle est réglée ou pas? Alors, non, mais j'y viens. Donc, là, c'est la fin du chapitre 2. On a obtenu la transformation la plus générale, qui s'appelle transformation de Lorentz. La transformation la plus générale qui respecte les propriétés intuitives de l'espace, d'une part, et du temps, d'autre part, tel que construit sur un référentiel. Le référentiel étant lui-même arbitraire, donc ça ne doit pas dépendre du référentiel. Galiléen.
OK? Et maintenant, on va voir la structure de l'espace et du temps qui résulte de ça. C'est bon? OK. Alors, chapitre 3. Ou 2, je ne sais plus. 3? Si, 3, je pense. Je ne sais plus. Propriété de c'est 2 ou 3 3, ouais. Propriété de l'espace-temps. Et cette appellation espace-temps va devenir limpide. Surtout, vous allez voir qu'il y a de la substance derrière. C'est pas juste... je peux parler de l'espace-température. Je peux repérer l'état d'un système par sa position dans l'espace et sa température. Ça me fait un espace-température. Un point peut être à tel endroit à telle température, ou à tel endroit à une autre température, ou à la même température mais à un autre point. Bref, je peux construire un espace-température. J'ajoute la dimension température. Et vous avez l'habitude de travailler avec l'espace des phases. On peut dire le système, il est là dans l'espace des phases, il y a telle position, telle vitesse. Très bien. Mais l'espace-temps, c'est pas juste, il est là à tel endroit, à tel instant. C'est bien plus fort que ça. Il y a une structure géométrique qu'on va mettre en lumière tout de suite. Alors, tout d'abord, on va regarder certaines propriétés de la transformation de Lorentz. Donc, transformation de Lorentz. Et vitesse horizon. Donc là, maintenant, on va voir, c'était une question là, qui vient d'être posée. En quoi ça implique qu'il y ait une vitesse limite? On va le voir tout de suite. C'est la magie de la transformation de Lorentz. Alors, il y a une convention. On note gamma, la fonction 1 sur racine de 1 moins k V2. Le k étant toujours cette constante qui apparaît, qui se trouve juste ne pas être nulle, mais être positive. Et donc, si j'écris que k, c'est 1 sur C2, par convention, ça me fait ça. Donc, la transformation de Lorentz, c'est x' égale gamma facteur de x moins vt, et t' égale gamma facteur de t moins kvx. Je peux mettre sur C2. C'est pareil. Alors, premièrement, composition des vitesses. Je vais juste réécrire que ce soit là dans les propriétés de l'espace-temps. Composition des vitesses. Il n'y a rien à démontrer. On est passé par là pour obtenir la transformation de Lorentz. J'ai V1 composé à V2 qui vaut V1 plus V2 sur 1 plus V1 V2 sur C2. Donc cette loi est non additive. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Deuxièmement, vitesse limite. Alors, deuxièmement, invariance de C. Du fait de cette expression, vous voyez que C joue un rôle absolument incroyable dans cette transformation. C'est que si vous faites la composition d'une vitesse quelconque avec C, ça donne quoi? On va le voir tout de suite. Si vous faites V
plus C. Alors plus comme ça, c'est plus bizarre. Donc j'ai un truc qui va à la vitesse C par rapport à un truc qui va à la vitesse V1 par rapport à la référence. Quelle est la vitesse du premier truc par rapport à la référence? Bah, on applique la formule, c'est vrai, ça c'est vrai quel que soit V1, V2. Donc, faisons-le avec C. Donc ça donne V plus C sur 1 plus VC sur C2. Ben ça fait V plus C sur C facteur, non, sur, oui, C facteur de V plus C sur C2, et ça fait C. Vous voyez ce truc incroyable? Quel que soit V, V plus C, V plus, V composé à C, ça fait C. Quel que soit V, V composé à C égale C. Ah tiens, il y a une remarque que j'aurais pu faire, mais ça saute aux yeux ici. C'est que V1 composé à V2, c'est pareil que V2 composé à V1. Hein, ça se voit, hein, c'est symétrique. Hein. Là, c'est la somme et là, c'est le produit. Donc, se déplacer à 30 km/h par rapport à un truc qui va à 20 km/h ou à 20 km/h par rapport à un truc qui va à 30 km/h, c'est pareil. Je ne sais pas si ça vous paraît évident, ça ne l'est pas forcément. En tout cas, c'est le cas. Donc, du coup, là, quand je dis V composé à C ou C composé à V, c'est pareil. Donc, V, n'importe quelle vitesse composée à C, ça reste C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un certain corps se déplace à la vitesse C par rapport à un certain référentiel, il se déplace à la vitesse C par rapport à tous les référentiels. Puisque vous pouvez composer C avec n'importe quoi. Vous changez de référentiel avec n'importe quelle vitesse entre deux référentiels. Si vous allez à C par rapport à un référentiel, vous allez à C par rapport à tous les référentiels galiléens, quels qu'ils soient. C'est un truc un peu fou quand même. Mais c'est le cas. C'est juste, c'est une conséquence de tout ce qu'on voit depuis le début. Ça ne peut pas être autrement. Donc il y a cette vitesse limite, enfin cette vitesse invariante. Et j'attire vraiment votre attention sur ce point. Ça n'a rien à voir avec la vitesse de la lumière, ça. Alors, il se trouve que la lumière va à cette vitesse-là. Ok, on le sait, mais rien dans tout le développement que j'ai fait n'a fait appel à une quelconque propriété de la lumière. J'ai jamais parlé de lumière. S'il n'y avait pas de lumière dans l'univers, ça reste vrai. Ça, c'est les conséquences des propriétés de l'espace et du temps. Maintenant, est-ce qu'il y a des corps qui vont à la vitesse V? J'en sais rien. La vitesse C, pardon, j'en sais rien. Je dis juste que ce qui est sûr, c'est qu'il y a, dans l'espace-temps, il y a une certaine vitesse, dans l'espace-temps physique, dans la réalité physique, il y a une certaine vitesse qui, composée à n'importe quelle autre, reste invariante. OK. Alors, maintenant, on va voir que cette vitesse qui se trouve être invariante, en fait, elle est indépassable aussi. On ne peut pas aller plus vite que cette vitesse. Troisièmement, pourquoi ça? D'abord parce que quand on a pris la racine de ça, c'était la question là. Enfin, c'était ma mauvaise interprétation de la question qui était. On a vu que ça c'était le A1 carré de V. Donc ça c'est positif dans notre développement, c'est positif. Il n'y a pas est-ce que ça pourrait être négatif? Non, c'est positif par construction. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en fait 1 moins KV2 est plus grand que 0. Donc KV2 est plus petit que 1, donc V2 est plus petit que 1 sur K, et 1 sur K, c'est C2. Il n'est pas possible que deux référentiels en translation uniforme l'un par rapport à l'autre soient en fait en translation à une vitesse plus grande
que C, que cette vitesse limite. C'est juste pas possible. C'est un peu troublant. C'est un peu troublant parce que, de même que, enfin, si je vais déjà quasiment à la vitesse C et puis que je me rajoute la même vitesse, est-ce que je ne vais pas dépasser C? Ben non. Ben non. Si V1 est plus petit que C et V2 est plus petit que C, alors V1 composé à V2, c'est V1 plus V2 sur 1 plus V1 V2 sur C2. Et ça, je prétends que c'est toujours plus petit que C. Je vais supposer que c'est plus grand que C. Ça veut dire que V1 plus V2 est plus grand que C plus V1 V2. Alors je vais diviser, je vais faire ça. Ça vous va, ça? D'accord? J'ai juste écrit que ça, c'était plus grand que C. Je suppose. Si ça, c'est plus grand que C, alors j'ai donc V1 sur C plus V2 sur C. D'accord? Je multiplie là, puis je divise par C, donc ça me donne ça. Donc là, ça veut dire que j'ai un premier nombre, A1, plus un deuxième, qui doit être plus grand que 1 plus A1, A2. Qu'est-ce que je raconte? 1, oui, c'est ça. Et, ah oui, mais... oui, bah ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, voilà. Alors, mais ça saute pas autant aux yeux que je l'espérais, mais qu'à cela ne tienne. C'est deux nombres plus petits que 1, là. Alors, comment je montre ça de façon évidente? Ça veut dire que... vous le voyez là ou... Alors, comment j'ai fait ça? Ouais, alors je vais en fait... ok. Je vais tout multiplier. Donc je vais multiplier par C2 en fait. Donc ça veut dire que... Comment j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Oui. Donc ça veut dire que C2... Je multiplie tout par C2. Ça veut dire que C2 plus... Non, moins... V1 plus V2C C2, plus V1 V2 est négatif. À chaque fois, c'est est-ce que c'est possible? Vous êtes d'accord avec ça? Je me suis pris comme un manche, comme d'habitude, mais on est d'accord. Hein? Bon. Voilà. Et bien ça c'est une équation du second degré, là. Vous avez la somme et le produit, là. Donc ça, en fait, ça saute aux yeux que c'est C moins V1, facteur de C moins V2. Ça, d'accord? Ça fait C2 moins V1C moins V2C, d'accord? Somme et produit. Équation du second degré. Donc, est-ce que ça peut être négatif? Bah, jamais de la vie si C est plus grand que V1 et C est plus grand que V2. Ouais. On n'avait pas juste analysé par un terme où on a au numérateur quelque chose qui est plus petit que 2C. Au dénominateur, on peut majorer ça par 2.
ça fait toujours quelque chose qui est plus petit que C sans avoir besoin de révoluer. Vous pouvez majorer ça par A par 2? Là, on a V1 plus petit que C, V2 plus petit que C, donc le produit est aussi plus petit que C. On peut majorer ça par 2 quand on inverse. Donc le dénominateur est plus petit que 2, c'est ça? Non, il est plus grand. Non, le numérateur est plus petit que C'est que 1 demi. Ça fait bien. C'est le groupe. En multipliant, on a bien que c'est plus petit. D'accord. D'accord. Oui, oui, en effet. En effet. Bon, d'une façon ou d'une autre, si V1 est plus petit que C et V2 est plus petit que C, V1 composé à V2 reste plus petit que C. C'est juste pas possible d'aller au-delà. Bon, ça devait, hein, puisque de toute façon, on avait déjà vu ça. V ne peut pas être plus petit que C2. Mais cette espèce, enfin, ça a l'air de choquer notre intuition parce qu'on se dit, bah, si je vais à la moitié de C, puis encore à la moitié de C, je vais arriver à C. Et si je vais à 3/4 de C plus 3/4 de C, je vais dépasser C. Non, non, pas avec cette loi de composition des vitesses. Alors, on peut prendre quelques exemples, juste pour fixer les idées. C'est pas inutile. Il n'y avait pas un exemple numérique, là, quelque part? Si, voilà. Exemple. Enfin, petit exercice élémentaire. Donc, si V1 égale C sur 2, justement, et V2 égale C sur 2, que vaut V1 composé à V2? Donc, en fait, C sur 2 composé à C sur 2. Ça fait combien, ça? Juste calculons-le pour voir. Donc, ça fait C sur 2 plus C sur 2, ça fait C, divisé par 1 plus 1/4. Voilà. Donc, ça fait 4/5 de C. OK. Donc, la moitié de C plus la moitié de C, enfin, plus composé à la moitié de C, ça fait 4/5 de C. Si on fait... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme exemple après? Pardon? Ouais. Ah, C avec C, ça fait C. Ça, C avec n'importe quoi, ça fait C. D'accord? Je vais faire 3 fois. Je vais faire C sur 2 plus C sur 2 plus C sur 2. Donc le premier C sur 2. Ah oui, c'est associatif aussi. Hein. Attendez, c'est associatif. Oui, c'est associatif. Oui, puisque c'est... Ah, c'est... Bah, là, oui. Oui. Oui, oui, oui. Donc ça me fait... Ça fait ça, plus C sur 2, en fait. C'est ça que je... Donc ça me fait 4/5 plus 1,5 sur 1 plus 4/10. Et donc ça fait... donc ça fait 9/10. Oui, ça c'est 9/10 sur 14/10, donc ça fait 9 sur 14. Bon, ok. Bref. Ça a l'air plus petit que 4/5, c'est ça que vous dites? Oui, si, donc il y a une erreur. C'est pas associatif. Oui, attendez. Non. Non, mais là, ça doit l'être, puisque de toute façon, c'est les mêmes valeurs. Donc, même si c'était pas associatif, là, ce serait... Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Lui plus la moitié sur 1 plus le produit des deux, c'est bien. C'est pas 9, c'est pas 9, ça fait 8 plus 5, ça fait 13. Ah, plus 5, voilà, merci. Ah, décidément. Venez au tableau, c'est une horreur. Donc, voilà, on se rapproche de plus en plus. Vous pouvez ajouter, mais vous le faites une infinité de fois. Vous allez plafonner vers C. Donc, ce que vous voyez, c'est aussi pour ça que je voulais montrer ça, c'est que, par contre, donc, on a dit que C est indépassable. C est invariante, mais on peut s'approcher d'aussi près qu'on veut. Hein. Vous pouvez facilement faire une petite formule de récurrence ici. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous faites plus C sur 2 comme ça n fois, et vous allez tomber sur un
un dénominateur, et le dénominateur moins 1, c'est, avec le dénominateur qui est de plus en plus grand. Donc vous allez tendre indéfiniment vers, enfin, aussi près que vous voulez vers C. Faites-le si vous voulez vous en convaincre, mais bon. Donc on peut s'approcher d'aussi près qu'on veut que C, juste par changement de référentiel. Bon, allez. N'en disons pas plus, on va perdre du temps pour rien. Alors, maintenant, il faut faire une remarque importante. Donc, vitesse indépassable, mais donc quatrièmement, remarque. Première remarque. C'est pas parce que la vitesse en question, appelons-la vitesse de la lumière, même si ça n'a rien à voir, mais elle s'appelle comme... Enfin, ça n'a rien à voir, disons. On n'a pas besoin de ça ici. Je travaille juste sur l'espace-temps. Je ne parle pas d'électromagnétisme ni de rien, mais comme c'est la vitesse de la lumière, appelons-la vitesse de la lumière. Cette vitesse de la lumière, le fait qu'elle soit finie et que donc rien ne puisse se déplacer plus vite que cette vitesse limite, pose souvent des problèmes aux gens. Vous pouvez lire, vous allez vous balader sur Internet, vous allez avoir des tas de gens qui vous expliquent que, mais bien sûr que si, on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, qu'est-ce que c'est que cette limitation? C'est quoi ces physiciens qui veulent nous mettre des limites? Ils n'y connaissent rien. Moi, j'ai inventé un truc qui va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cette vitesse était infinie, il n'y aurait personne sur Internet pour vous expliquer qu'on peut aller plus vite que l'infini. Or, c'est exactement ça en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre la valeur numérique d'une vitesse et la notion qu'il y a derrière. En fait, il y a une notion infinie derrière cette vitesse-là. Alors, on le verra apparaître quand on regardera l'énergie, etc. Mais je voulais juste faire une première remarque pour dire qu'on peut très bien faire un changement de variable, un changement de grandeur, et transformer cette vitesse finie en vitesse infinie, et ça ne gênera plus personne. Ce qui est idiot, parce que ce serait la même chose. Donc, je veux dire par là que ne soyez pas gênés par le fait qu'on ne puisse pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, comme s'il y avait un mur, une espèce d'interdit. Si je vous dis... je vais prendre un exemple intéressant, qui n'est pas de moi, qui est de Jean-Marc Lévy-Leblond. Ça doit faire 50 ans, si ce n'est pas plus, qu'il a pointé ça, et c'est sans doute pas le premier qui l'a pointé, mais moi je l'ai découvert chez lui. C'est complètement évident ce que je vais dire. Et une fois qu'on l'a vu, on dit mais c'est même complètement ridicule. Mais c'est important de le voir. Donc voilà, j'ai un espace à une dimension. Je mets une origine, et puis je peux aller de moins l'infini à plus l'infini. J'ai une variable x, etc. Et je veux repérer la position dans cet espace. Et cet espace n'est pas limité. Je peux aller aussi loin que je veux. x1, x2, je peux aller aussi loin que je veux. Maintenant, je vais changer de façon de repérer l'espace. Je vais dire, en fait, alors dans son exemple, il y avait une tour, là. Il y a une tour, on monte en haut de la tour, et on repère les points par l'angle sous lesquels on les voit. D'accord ? Je repère, ce point-là, il est à tel angle, ce point-là, il est à tel angle. Et là, d'un seul coup, l'espace, il est limité. Vous ne pouvez pas aller à un angle plus grand que θ sur 2, pi sur 2. Ben oui, évidemment. Parce que θ sur 2, ça correspond à x infini, en fait. Mais si vous écrivez comme ça, l'espace, on peut pas, l'espace c'est un truc étrange, on ne peut pas aller à plus que pi sur 2. Et là, vous êtes garanti, il y a des gens qui vont vous expliquer sur Internet que si, moi je peux aller plus que pi sur 2, etc. C'est déjà l'infini. Il y a juste un changement de variable. On a quoi? On a x, si ça vaut 1. On a x qui vaut, je vais l'appeler h, voilà.
on a x qui vaut quoi tangente, tangente θ, c'est h sur x. Non, c'est x sur h. Donc x sur h, c'est tangente θ. Donc ça, c'est h arc tangente θ. OK. Ouais. D'un autre côté, ces changements, en fait, c'est quand même particulier. Pardon? D'un autre côté, ces changements, justement, où on ramène la droite réelle entière à un segment entier, un segment de R, c'est quand même ça. Profondément, ça dit quelque chose de la nature des réels et de la difficulté conceptuelle qu'on a à leur faire face, je pense. C'est pas du tout évident, effectivement. A priori, quand on voit l'infini, quand on voit la droite réelle infinie, c'est-à-dire qu'elle est de la même taille que le segment 0,1 par exemple, Oui. c'est des choses qui sont évidentes. Oui. Donc c'est juste, je pense, de déplacer la difficulté. Oui. Non, je suis d'accord. L'infinité non dénombrable que représente cet espace est pas... oui, ça dit quelque chose, mais ce que je veux dire par là, ce que je veux souligner ici, c'est que quand on dit il y a une limite, il y a une limitation aux vitesses, je peux dire aussi il y a une limitation aux angles. Ça ne veut pas dire que, disons, ça n'aurait pas de sens de dire je peux aller plus loin que θ égale pi sur 2 ici. De la même façon, il faut qu'on comprenne que ça n'aurait pas de sens de dire qu'on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pas forcément quelque chose qui doit choquer, à condition que la vitesse v corresponde en fait à une notion infinie. Ici, le θ fini correspond à une notion infinie qui est la coordonnée x. Donc, si je trace cette arc tangente, ça me fait un truc comme ça. Voilà. Donc, en fonction de x, j'ai θ qui est limité de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Alors, mais quand même, ça, c'est à condition qu'effectivement, parce que là, néanmoins, on va dire, là j'ai des propriétés métriques sur x. Je n'ai pas les propriétés métriques sur θ. Évidemment, je peux les traduire dans l'espace θ, mais je parle d'un espace euclidien, etc. Donc là, ce que je suis en train de dire là, en disant attention, la limitation de la vitesse, ce n'est pas une vraie limitation dès lors que v correspond à un truc infini. Mais alors, ça veut dire qu'effectivement, il faut se garder d'attribuer des propriétés métriques à la vitesse. Enfin, en ce sens-là. C'est-à-dire, en particulier, la différence entre deux vitesses, ça n'a pas un sens physique réel. La différence entre x2 et x1, c'est la longueur. Et ça, c'est une réalité physique. C'est comme ça qu'on a construit l'espace au départ. C'est la distance qui compte. La différence entre deux θ, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que la même différence entre deux θ ici, donc un petit delta θ ici, à partir de ce θ-là, ça correspond à une certaine distance. Le même delta θ à partir de ce θ-là, ça correspond à une autre distance. Donc ça laisse entrevoir qu'en fait, la bonne notion de vitesse, c'est pas la vitesse qu'on définit dans un référentiel comme la longueur parcourue par unité de temps. C'est pas une bonne notion de vitesse, en fait. Parce que celle-ci, ce serait bizarre qu'elle soit limitée. De même que là, la vraie notion sous-jacente, c'est x et c'est pas limité, alors que θ est limité, mais le delta θ ici ne veut rien dire. Ça dépend d'où on part. Enfin, c'est pas homogène, justement, n'est-ce pas? Donc, de la même façon, en fait, la différence de deux vitesses, mesurée au sein d'un référentiel, veut dire quelque chose au sein du référentiel, bien sûr, mais la différence de deux vitesses comme ça veut rien dire, en fait. C'est pas la bonne grandeur. Donc, je le note ici en passant pour dire, vous ne laissez pas abuser par le côté « Ah, mais il y a une vitesse limite. » Oui, et alors? Ça ne veut pas dire que ça ne correspond pas à une notion infinie et qu'il y a une limite physique sous-jacente. Ça veut dire que la vitesse, c'est peut-être pas la bonne notion physique, en fait. D'accord? Et donc, quand on verra plus tard, quand on commencera à travailler avec la quantité de mouvement, avec l'énergie, etc., on verra comment la relativité modifie les expressions de l'énergie cinétique, par exemple, en fonction de la vitesse, et tout ce genre de choses. On verra qu'effectivement, ce qu'on appelle vitesse, nous, c'est pas la bonne notion, en fait. Et la bonne notion de vitesse, si tant est qu'on peut en définir une, ou qu'on insiste pour en définir une, la bonne notion de vitesse qui est définie de façon générale,
pas au sein d'un référentiel particulier, parce que si on change de référentiel, c'est encore une autre, etc. Mais la bonne notion de vitesse définie de façon générale, elle va avoir les bonnes propriétés sans limitation, en fait. On peut aller jusqu'à l'infini de cette vraie bonne vitesse. De même qu'on peut aller à l'infini de cette vraie bonne notion physique, enfin avec un support physique concret. Voilà. Donc je voulais juste faire cette remarque. Alors la deuxième remarque va être plus troublante. Je vais vous soumettre un paradoxe et vous allez m'expliquer ce qui se passe. Parce que j'ai dit on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de lumière. Enfin, j'ai rien décidé. On a montré que c'est une conséquence. Alors, soit k égale 0 et la vitesse limite est infinie, très bien. Soit k n'est pas égal à 0, il y en a une. On ne peut pas la dépasser, elle est invariante. Enfin, bon, tout ce qu'on a dit. J'y peux rien, c'est les conséquences des propriétés de l'espace et du temps. Mais maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le paradoxe suivant. Je voudrais que vous considériez Jupiter. Je ne sais pas où est Jupiter en ce moment. Jupiter, mettons qu'il est par là. Mettons que Jupiter soit par... Enfin, on va dire par là. Jupiter est par là, à une certaine distance, un peu loin. D'accord ? Quelques centaines de millions de kilomètres. D'accord ? Bah tiens, je fais face à Jupiter. Et je suis un référentiel parfaitement valable. Je suis un référentiel et je construis l'espace rapporté à moi. Donc j'attribue, donc j'ai un axe X, un axe Y, un axe Z, et Jupiter se trouve à une certaine coordonnée en X égale plus, donc si j'oriente X comme ça, Jupiter est là-bas, plus la distance Terre-Jupiter, à ce moment de l'année. Bon, ok ? X vaut ça, ok ? Et maintenant, je vais faire se déplacer Jupiter à une vitesse supraluminique. Vous êtes prêts ? Maintenant, Jupiter se trouve où ? En x égale moins dt Terre Jupiter. Je le refais. Jupiter est très très loin par là. Jupiter est très très loin par là. Par rapport à dans mon référentiel, par rapport à mes coordonnées x, je sais construire ces coordonnées x. Jupiter se trouvait en ça, maintenant il se trouve en ça, en quoi ? Ça m'a pris 2 secondes. En 2 secondes, il a fait 300 millions de kilomètres, enfin 1 milliard de kilomètres en 2 secondes. C'est pas plus vite que la vitesse de la lumière, ça ? Jupiter s'est déplacé plus vite que la vitesse de la lumière dans mon référentiel. C'est quoi le problème ? Je le refais. Ah, ça marche à tous les coups. Hein. Ouais. Alors, je ne suis pas un référentiel galiléen, effectivement, quand je fais ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une bonne remarque. Évidemment, ça va jouer un rôle. Mais comment ça intervient ? Parce que malgré tout, donc j'ai ma grille... J'ai ma grille XY, je me mets à 2D pour le dessiner, moi je suis là, voilà. Donc j'ai UX, UY, Jupiter est là, la grille tourne, mais on a dit qu'il n'y a que des mouvements relatifs en fait. Ça veut dire c'est moi qui bouge, c'est Jupiter qui bouge, ça veut dire quoi en fait ? Donc moi là, donc Jupiter est là, et moi je suis là. Je tourne. Donc par rapport, la grille qui défile là, elle défile très très vite. Donc les coordonnées ici, elles défilent à une vitesse supraluminique. Et pourtant, Jupiter bouge pas. Bah si, il bouge par rapport à moi. Mais en fait, ça veut rien dire. C'est moi qui bouge par rapport à lui aussi. Mais... Jupiter ne bouge pas. C'est là, c'est le référentiel qui bouge. Ah, en même temps, moi oui, mais... Non, Jupiter n'est pas là-bas, Jupiter est toujours là-bas. Sauf que maintenant, il a moins des villes parce que vous, ouais. Enfin, votre axe a tourné. Mon axe a tourné, ouais. C'est l'axe qui a tourné. Ce qui fait que il est toujours derrière.
ça te donne l'impression qu'il a changé de coordonnées à une vitesse C'est ça. mais il n'a pas changé de coordonnées à une vitesse infinie. C'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que, attention, la vitesse, c'est pas la dérivée des coordonnées, en fait. Si je dis la position de Jupiter, parce que en même temps, c'est là où est le paradoxe, c'est je peux dire la position de Jupiter, à chaque instant t bien défini dans mon référentiel, je suis dans mon référentiel, je peux définir des positions et des temps. À l'instant t, Jupiter étant xj de t, yj de t. Ça, c'est la position de Jupiter, c'est R Jupiter. Et donc, V de Jupiter, c'est dxj sur dt, dyj sur dt. Voilà la vitesse de Jupiter exprimée dans mon référentiel. Enfin, dans mon système de coordonnées. Et ça, c'est plus grand que C, ça. Enfin, oui. C'est plus grand que C de combien, d'ailleurs? On peut l'écrire, parce qu'en fait, et on est d'accord que dire, parce que c'est là où c'est troublant, dire que moi je tourne, ou dire que c'est Jupiter qui tourne, c'est pareil, en vitesse relative. Donc en fait, si c'est Jupiter qui fait le tour, ça vous pose problème, parce que c'est plus grand que... Je fasse un sacré tour en 2 secondes. Mais c'est moi qui tourne, c'est quoi la différence en fait? Parce que... pas l'homogénéité, mais l'isotropie, si on modifie ça. L'espace est plus le même dans toutes les directions. Parce qu'on était dans un espace où il était à cette coordonnée-là, à cet instant-là, et en tournant nous-mêmes, on a changé sa position. Enfin, l'espace n'est pas le même partout. C'est pas? C'est pas les mêmes coordonnées, on a renversé les axes. Non, je fais un changement. En fait, je fais un changement de... J'ai un UX, UY, et puis j'ai un UX', UY'. Ça me fait... Ça me fait un X' égale X cos θ plus Y sin θ. Oui. Donc là, dans le référentiel tournant, et ça, c'est oméga t en fait. Enfin, c'est le θ, mais qui dépend du temps si effectivement, si je me mets dans un référentiel tournant. Et ça, si x est suffisamment grand, il y a un moment, c'est plus grand. Oui, la vitesse, la dérivée, en fait, on le connaît. La vitesse, c'est oméga vectoriel R. Pour un certain oméga, si R est suffisamment grand, il y a un moment, ça, c'est plus grand que C. C'est juste, il n'y a rien à faire. La vitesse exprimée comme dérivée des coordonnées dans le référentiel en question, il y a un moment, c'est plus grand que C. Mais effectivement, vous le sentez bien. En réalité, Jupiter voit ses coordonnées changer à un rythme plus grand que C, mais les coordonnées, ce n'est pas la distance physique. Et donc, ce qu'on voit, mais c'est ce que vous avez dit aussi, vous, c'est que j'ai un problème, je ne suis pas dans un référentiel galiléen, là, si je me mets à tourner, ou si c'est elle qui tourne. Et en réalité, c'est ça le truc, c'est est-ce que je peux matérialiser ce système de coordonnées en l'emportant avec moi? Non, je ne peux pas, justement. Je ne peux pas avoir un corps physique, je ne peux pas avoir une grande règle physique, là, comme ça, qui est mon axe des X, et je l'emmène avec moi. Parce qu'effectivement, si je l'emmène avec moi, là, je peux le faire, j'ai l'air de pouvoir le faire, je tourne comme ça. Enfin, comme ça. Je tourne comme ça a l'air de marcher. Mais si j'avais un bras de 3 km de long, déjà, j'ai intérêt, il va falloir que je mette une sacrée énergie pour le faire tourner le truc. Et en fait, il y a un moment, justement, il y a un moment, ça va juste pas être possible. Parce que si je fais ça de façon rigide, il y a un moment suffisamment loin, ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Et ça, je ne peux pas le faire. Donc, il faut faire attention. Fabriquer un système de coordonnées comme ça, c'est bien joli, je peux toujours le définir. Mais est-ce que je peux matérialiser un corps physique dessus?
Et c'est là où on rencontre enfin, c'est là où se manifeste un autre aspect du référentiel galiléen, c'est que faut se rappeler comment on a construit la notion d'espace. On a construit l'espace à partir des distances. J'ai dit ce qui existe, ce qui a un sens physique, c'est la distance en mètres, en mesurer comme je veux, entre deux corps. Or, quand je fais ça, la distance entre moi et Jupiter, qui est le truc objectif, cette distance, elle vaut ce qu'elle vaut, je me suis tourné, elle vaut exactement la même. La vitesse de Jupiter, parce qu'on ne s'est pas déplacé, enfin si je fais ça un peu plus, mais si je fais juste ça, la vitesse de Jupiter par rapport à moi, pardon d'écrire moi, mais la vitesse de Jupiter, alors on va dire nous, la vitesse de Jupiter par rapport à nous, c'est d de la distance Jupiter-nous sur dt de nous, si on le mesure dans notre référentiel. Ça, c'est juste 0. La vraie chose physique, la distance entre deux corps physiques, elle n'a pas varié quand j'ai fait demi-tour. J'ai absolument pas violé la vitesse limite. La distance n'a pas varié. Or, c'est ça la vitesse. C'est une variation de distance, pas une variation de coordonnées. Alors évidemment, on a dit qu'on construisait les coordonnées sur la notion justement de distance et que j'attribue cette coordonnée enfin, je dis que je suis à la distance x quand je considère le point qui est, si je mets un corps ici, il est à la distance x de moi. Mais est-ce que je peux poser un corps là? Alors, je peux poser un corps là, mais si je tourne, je ne peux pas l'entraîner avec moi, en fait. Oui? Est-ce que dans ce cas, ça a du sens de dire que finalement, c'est la dérivée de la norme par rapport au temps qui ne doit pas être supérieure à la vitesse de la lumière? La dérivée, oui, la dérivée de la distance entre deux corps ne peut pas être plus grande que la vitesse de la lumière. Mais si vous prenez un système de coordonnées, c'est ce qu'on voit avec cet exemple du Jupiter, je peux choisir les coordonnées que je veux. Si vous prenez les coordonnées qui balayent un truc à plus vite que la vitesse de la lumière, qu'à cela ne tienne, il n'y a juste aucun corps qui fait ça. La coordonnée, ça veut juste dire que vous avez défini une ligne, mais cette ligne, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas matérialisable. Donc, c'est comme si c'est la fameuse expérience où vous prenez une lampe torche et puis vous visez la Lune. Enfin, vous prenez un bon laser, vous visez la Lune et puis vous faites ça. Enfin, sur la Lune, le spot, il va se déplacer super vite parce qu'elle est très très loin. Donc, si vous vous déplacez d'un tout petit angle à 400 000 km de là, en un quart de seconde, ça va sortir de la Lune. Je fais ça, je balaye la Lune, pouf, je peux balayer tout le système solaire comme ça. Pouf. Et le spot, il va passer de là à là, puis là, puis là, puis là, à la vitesse supraluminique. Mais il n'y a rien physiquement qui se déplace de là à là. C'est que les photons, ils ont fait ça, puis après, c'est d'autres photons qui sont allés là, puis d'autres photons. Et vous dites, le spot, il s'est déplacé. C'est pas matériel, le spot. En fait, c'est pareil. Là, ce qui se déplace, c'est ma ligne de coordonnées. Oui, ma ligne de coordonnées, elle peut très bien balayer un corps physique à la vitesse de la lumière, et bien plus. Et donc, inversement, le corps physique, il peut balayer ma ligne de coordonnées que j'ai choisie comme je veux, à la vitesse que je veux. Ça n'a rien à voir avec la réalité physique il y a une distance qui croît à plus vite que la vitesse de la lumière. Et ça c'est ça qui n'est pas possible. C'est ça que nous dit notre analyse de l'espace, enfin notre analyse de la transformation là, de Galilée. On a pris deux référentiels en translation uniforme. Et d'ailleurs, vous voyez bien que pour parler de la vitesse d'un référentiel par rapport à un autre, il faut qu'il soit en translation, par définition. C'est quoi la translation? C'est quand vous dites qu'un corps est en translation, quand tous les points du corps ont la même vitesse. Ça, c'est une translation, ça. Ce corps est en translation. À chaque instant, il y a la même vitesse de tous les corps. Et donc ça, là, je peux définir la vitesse de ce corps-là dans ce référentiel-là. Mais si je fais ça, je ne peux plus dire quelle est la vitesse de ce corps dans ce référentiel. Ça dépend. Celui-là, il va par là, celui-là, il va par là, celui-là, il ne bouge même pas. Donc, il n'y a pas une vitesse du référentiel par rapport à un autre. Donc, soit vous êtes dans un référentiel qui est en translation par rapport à votre référence, et là, vous pouvez parler de la vitesse du référentiel. Mais si ce n'est pas le cas,
ça veut dire que donc chaque point du corps n'a pas la même vitesse, donc vous ne pouvez pas dire la vitesse du corps. Vous pouvez dire la vitesse de ce point-là. Ah oui, d'accord. Eh bien, la vitesse de n'importe quoi par rapport à n'importe quoi, en tant qu'entité physique, ce qu'on vient de voir, c'est que ça ne peut pas être plus grand que la vitesse de la lumière. Mais la vitesse d'un corps physique par rapport, ou d'un point matériel par rapport à un autre. Pas la vitesse d'un référentiel par rapport, enfin d'une ligne de coordonnées que j'ai tracée quelque part par rapport à une autre. J'ai jamais parlé de ça dans ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a pris de la translation, parce que là, vous pouvez parler de la vitesse du référentiel. Voilà. Donc, l'entourloupe, quand je fais ça, c'est qu'il n'y a pas une vitesse je ne peux pas dire la vitesse de Jupiter par rapport à mon référentiel. Parce que, par rapport à quel point de mon référentiel ? Par rapport à moi, la vitesse de Jupiter, c'est-à-dire la dérivée de sa distance par rapport à moi, c'est 0. Par rapport à ma ligne de coordonnées là-bas qui balaye Jupiter, là c'est super supraluminique. Mais il n'y a aucun corps physique là-bas. En fait, ce que ça vous montre, c'est qu'on ne peut pas matérialiser un système de coordonnées dans un référentiel tournant comme ça, non galiléen. Enfin, il suffit que ça tourne par rapport à un référentiel galiléen pour qu'il y a forcément à un moment, si vous allez suffisamment loin, enfin, c'est ce qu'on voit là, aussi petit soit oméga, puisque l'espace est infini, il y a un moment, ça va être plus grand que c. Et donc, c'est pas matérialisable. Oubliez. OK ? Alors ça, c'est important de bien réaliser ça. Hein. La vitesse physique, c'est la dérivée de la distance physique par unité de temps physique, mais entre deux corps. Et quelle heure est-il là ? Ouais, il reste 1 quart d'heure. Très bien. Je vais compléter un peu. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, il y a le fait qu'on ne puisse pas avoir une vitesse de rotation rigide, enfin une vitesse angulaire pour un corps étendu, on ne peut pas avoir, je redis autrement, pardon, on ne peut pas avoir n'importe quelle vitesse angulaire pour un corps étendu, parce que, suffisamment étendu. Il y a un moment, la rotation rigide, si vous allez trop loin, ça vous fait aller plus vite que la vitesse de la lumière, physiquement, et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre qui est très intéressant en astrophysique, par exemple. Vous avez des pulsars qui tournent très, très, très vite sur eux-mêmes et qui ont un très fort champ magnétique. Donc, ça entraîne... Donc, vous avez des lignes de champ. Et donc, vous avez un axe de rotation. Ça tourne très, très vite. Et il y a un concept clé dans la physique de ces objets. C'est ce qu'on appelle le cylindre de lumière. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Donc, les lignes de champ sont entraînées avec la rotation, mais il y a un moment où, si vraiment la ligne de champ elle était entraînée, ça irait plus vite que la vitesse de la lumière dans le référentiel physique galactique, par exemple. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, ce que vous avez, c'est que, du coup, la ligne de champ, elle s'enroule. En fait, ça traîne de plus en plus. Il y a un moment, elle ne peut pas suivre. Vous ne pouvez pas avoir une rotation rigide, en fait, jusqu'à l'infini, évidemment. Enfin, on en revient là. Alors, donc, par exemple, dans un pulsar comme ça, vous avez une rotation rigide de la magnétosphère, enfin des lignes de champ matérialisables, proche de l'étoile à neutrons, typiquement. Et plus vous éloignez, à un moment, c'est plus possible. Et donc, il se passe des choses. Après, il y a des reconnexions magnétiques, il y a des trucs compliqués. C'est pas forcément facile à décrire, mais clairement, il y a une limite physique ici qui joue un rôle et dont on peut observer les effets. Bon, je mentionne ça en passant. Mais donc, on ne peut pas matérialiser n'importe quelle ligne de coordonnées. On peut choisir les coordonnées qu'on veut, évidemment, on est libre, mais attention, c'est pas forcé, c'est pas parce que j'ai choisi, j'ai dit tiens, voilà X, puis tiens, je tourne. Donc oui, la ligne, elle peut tourner avec moi, c'est parfaitement bien défini quelle est la coordonnée. Encore une fois, c'est ça. Je peux mettre le oméga que je veux, c'est bien défini, oui, mais du coup, si je définis ça, il ne faut pas que je m'étonne que de temps en temps, si je fais des dérivés de coordonnées et pas des dérivés de distance entre deux corps physiques, il ne faut pas que je m'étonne que des fois, ce soit plus grand que ça. Il n'y a rien qui interdit ça. D'accord ? OK. Alors, il reste 10 minutes. Ça va être suffisant pour faire quoi, ça ? Voyons. OK, on va commencer, on verra. Donc, je vais faire un grand 2. On s'arrêtera quand il faudra. Je
faire un grand 2, découverte de l'espace-temps. Pardon. Alors, premièrement, relativité des distances. Après, on fera la relativité du temps, enfin des durées, plus exactement. Rappel. Je vais dire une chose totalement triviale, mais qui va s'avérer importante pour ne pas être désarçonné par ce qui suit. Donc, rappel. Relativité. Alors, de ce que je vais appeler distance directionnelle. Donc, j'introduis un concept qui n'est pas un concept standard, mais qui a des fins purement pédagogiques. J'appelle distance directionnelle la distance entre deux points, A et B, dans une certaine direction. Par exemple, j'ai mes deux points A et B, j'ai choisi un repère. Enfin, je peux prendre le point O. Bon, enfin... Je vais prendre un point O, voilà, O, X, Y, A, 2D. Quelle est la distance entre A et B? Bon, bah, c'est D de AB, ok, ça vaut ce que ça vaut, très bien. En l'occurrence, c'est la norme du vecteur AB. Vecteur AB associé, enfin, voilà, le vecteur dans l'espace euclidien, dans l'espace vectoriel R3 associé à l'espace. Voilà. Maintenant, alors je vais appeler la distance dans la direction X, donc distance directionnelle dans la direction X, dans la direction de UX, on va dire ça comme ça. Quelle est la distance entre A et B dans la direction X? Eh bien, si j'ai choisi des coordonnées cartésiennes, c'est XB moins XA par définition. Quelle est la distance directionnelle entre A et B dans la direction Y? Ben, c'est YB moins YA. Donc entre A et B, j'ai la distance directionnelle delta X ici, et j'ai la distance directionnelle dans la direction Y, delta Y. Plus généralement, je peux définir la distance dans la direction U entre A et B comme étant, eh bien, AB scalaire U, où U est un vecteur unitaire. C'est-à-dire, si je le prenais comme axe, ce serait la coordonnée le long de cet axe de B moins la coordonnée le long de cet axe de A. C'est exactement ce produit scalaire. D'accord. Bon, eh bien évidemment, la distance directionnelle entre les deux événements, enfin entre les deux points, dépend de la direction. C'est une évidence que vous me pardonnerez de rappeler, mais en tout cas, c'est vrai. Et enfin, la distance entre deux points dans une certaine direction dépend de la direction qu'on choisit, bien sûr. Bon, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que il n'y a pas lieu d'être surpris que ce soit vrai, que ce soit vrai aussi pour la distance temporelle entre deux événements. Ça va dépendre de la direction temporelle. On a l'habitude de penser que le temps, c'est le temps, et il s'écoule, voilà, c'est le temps.
Mais ce qu'on vient de voir avec Lorentz, c'est que bah non, en fait, le temps, ça dépend du référentiel. Et donc la distance temporelle, donc l'intervalle de temps, la durée l'intervalle de temps entre deux événements, va dépendre de ce qu'on appelle de la direction qu'on choisit pour le temps. Et le fait qu'on puisse choisir la direction du temps, de la même façon que je choisis ici la direction x, n'est pas quelque chose qui est tout à fait naturel, mais dont on va voir que ça devient naturel en fait, et c'est ça qui va donner la structure à l'espace-temps. Alors, je vais d'abord faire une remarque, donc j'efface ça. Il nous reste 5 minutes, je vais juste poser le problème pour la prochaine fois. Donc si je fais un changement de repère, cartésien, et donc je vais justement refaire mon changement de repère précédent, cos θ plus y sin θ, y' égale moins x sin θ plus y cos θ. Bien. Je vais avoir x'(b) moins x'(a) qui vaut donc xb moins xa cos θ plus yb moins ya. Non, pardon. Non, si. Oui, c'est ça. Sin θ, merci. Et y'b moins y'A qui vaut donc moins OK, donc ça, c'est la distance dans la direction y' entre A et B. Et ça, c'est la distance dans la direction x' entre A et B. C'est les deux mêmes points là, que tout à l'heure. Ça, c'est la distance dans la direction x entre A et B. Ça et ça. Et ça, c'est la distance dans la direction y entre A et B. Alors, le cœur de la structure spatiale de notre espace euclidien, là, à 2 dimensions, à 3 dimensions, c'est pareil. Le cœur de ça, c'est que la distance dans la direction x entre A et B dépend bien sûr de ce que j'appelle direction x. La distance dans la direction y aussi, mais il y a un truc qui n'en dépend pas, c'est le carré de la distance dans la direction x et le carré de la distance dans la direction y. J'ai d dans la direction x' de AB au carré, plus d dans la direction y' de AB au carré, qui est égal, il suffit de l'écrire, ça fait ça au carré plus ça, enfin ça au carré plus ça au carré, ça fait d dans la direction x au carré, voilà, plus d dans la direction y. Donc la distance directionnelle, bien évidemment, dépend de la direction, mais il y a un truc qui n'en dépend pas, c'est la somme des carrés des deux distances dans deux directions orthogonales. C'est ça, l'espace euclidien. Enfin, je pourrais en mettre un troisième, vous avez compris. Étienne. Donc, à 2 points A et B, on peut associer un vecteur AB et la distance totale entre A et B, la vraie distance, c'est la norme de AB
Donc, AB, ça appartient à l'espace vectoriel sous-jacent, qui est R3. Et ça, cette norme, c'est la norme canonique dans R3. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit il y a longtemps. Ça, c'est la définition de l'espace affine euclidien. C'est notre espace. Voilà la réalité. Ce qu'on va voir donc la semaine prochaine, il nous manquerait 10 minutes là, donc je ne vais pas le faire. Ce qu'on va voir, c'est que de la même façon, dans la réalité physique, qui est quadridimensionnelle, il y a 3D d'espace et 1D de temps, ça ne change pas. Dans chaque référentiel, je peux fabriquer ça. Eh bien, à deux événements donnés, E1 et E2, qui ont lieu là où ils ont lieu, à l'instant où ils ont lieu, des événements bien définis, bien définis, bien identifiés, eh bien, on va voir que on peut associer un vecteur E1, E2. Je vais mettre deux flèches pour rappeler qu'il est. Je mets deux barres et je mets deux flèches. Là, je parle d'un vecteur dans un nouvel espace. Dans un nouvel espace vectoriel, R4, donc 4 coordonnées. Et je peux définir une distance spatio-temporelle entre E1 et E2 qui va être la norme de E1, E2. Sauf que cette norme-là, ce n'est pas une norme, c'est une pseudo-norme. C'est une pseudo-norme particulière qui est la pseudo-norme qu'on appelle de Minkowski, qui n'est pas la norme canonique euclidienne. C'est en ceci que l'espace-temps qu'on va voir apparaître donc la semaine prochaine, c'est pas R4 avec un produit scalaire à 4 dimensions standard euclidien. C'est pas un espace euclidien à 4 dimensions, mais c'est quand même un espace géométrique de plein droit avec une norme bien définie qui est une pseudo-norme parce qu'il y a des vecteurs non nuls qui peuvent avoir une norme nulle. Bon, très bien, why not, c'est comme ça. C'est pas obligé que tous les espaces aient la norme euclidienne. Bon, l'espace physique, notre espace physique construit sur n'importe quel référentiel, ça a la structure de l'espace euclidien. Mais l'espace-temps qu'on va voir apparaître, ça reste un espace affine, c'est-à-dire à chaque point, enfin on peut, c'est-à-dire c'est un ensemble de points, les événements, et un espace vectoriel. Et à chaque paire de points, on peut associer un unique vecteur de l'espace vectoriel. Et si on se donne un point et un vecteur quelconque de l'espace vectoriel, on peut associer un point unique de l'espace. Donc c'est un espace affine de plein droit tel qu'on l'a défini, à 4 dimensions. Et il y a aussi une structure métrique sur cet espace à 4 dimensions. C'est ça la clé. Il y a une structure métrique de telle sorte que je peux parler d'une distance absolue dans l'espace-temps, de la même façon que je peux parler d'une distance absolue entre A et B, même si dans telle ou telle direction, ça dépend de la direction, mais la combinaison des distances dans toutes les directions fait qu'il y a bien une distance bien définie entre deux points. C'est la structure métrique de l'espace-temps, c'est une réalité physique de l'espace. Eh bien, on va voir que c'est pareil dans l'espace-temps. Il y a vraiment une grandeur physique, il y a une réalité physique à la distance d'espace-temps entre deux points. Sauf que cette distance est un tout petit peu particulière, c'est pas exactement la distance canonique euclidienne x2 plus y2 plus z2 plus t2. Ça va être une norme un peu différente, qui est la norme de Minkowski ou de Lorentz, dont on parlera la prochaine fois. Bon, allez, je m'arrête là. La semaine prochaine, oui, c'est la semaine d'après les vacances. Et il n'y a qu'une semaine de vacances. OK. Eh bien, la semaine prochaine.